Coucou. Salut. Comment ça va? Ça va super bien. Bon, mais top. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Des années. Genre, oui. Mm. À minima. Ouais. Le temps passe vite. C'est foufou. Tu n'as pas changé. Mais toi non plus. Franchement, toujours la même. Aïe, aïe, aïe. Il n'y en a pas deux comme ça au monde. Vibration Occitanos. Alors, mes amis, artistes, illustratrices, tatoueuses, chercheuses en symboles, en images, véritable soleil jaune toulousain, mesdames, messieurs et les autres, voici donc Mélissa, a.k.a. Moon, Oui. dans Vibration Occitanos, accompagnée de mon nounours. Voilà. Est-ce qu'il a un prénom? Non, Arrête. il est totalement non Trop défini. bizarre. Ah ouais. C'est vrai que je suis pas du genre à donner... J'ai pas mal de peluches, j'adore les peluches, mais je leur donne pas trop de noms. Je sais pas ce que ça veut dire de toi. Mais bon. T'as l'air de Il y a pas un trouver podcast ça... à faire là-dessus. Ouais, d'accord, je note, je réfléchis. Bon. Bah, moi, je donne des prénoms à absolument tout, donc... Ah ouais, même les objets... ouais. Déjà, je m'attache vachement aux objets. Il y a des objets qui sont importants pour moi. Donc, ouais. Mais enfin, je dis ça, mais ma peluche, elle s'appelle juste Monsieur. Ah, Ce qui est un peu bizarre aussi. Je pense Oui. qu'il y a une psychanalyse à faire là-dessus aussi. ouais, monsieur en plus, ouais. Ouais, c'est une façon un peu détournée, c'est genre donner un nom, mais un nom un peu... Ouais, Pas vraiment un nom, quoi. Un type... D'accord, voilà, intéressant. bref, digression. Oui, tout à fait, dès le début, ça commence bien. Bah écoute, dans Vibration Occitanos, on parle un petit peu de culture, d'art, et tout ça un peu en lien avec la géographie, de notre point de vue, de là où nous sommes. Et voilà, qu'est-ce que ce paysage peut-être a impacté sur nos pratiques, tes pratiques, voilà, et puis de la vie, ma foi, de ce que tu fais, tout ça. Et je commence... en rentrant dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, j'ai entendu dire que tu faisais une hyper fixation sur les tombes dans les cimetières. Bon, alors, oui, Explique-moi. j'avoue. J'avoue, je pense que c'est pas tant les tombes dans les cimetières que tout ce qui est lié à les cultures locales. Je suis très flattée que tu m'invites dans ton podcast parce que ça veut dire que tu as remarqué que c'est important pour moi. L'ancrage de mon travail dans quelque chose de local. Parce que je pense que je le mets, mais que par petites touches. Donc je suis contente que ça se voit un petit peu quand même. Et donc j'adore... en fait, c'est pas tant les tombes que juste le lieu du cimetière. Je trouve que quand je vais quelque part, aller voir le cimetière, c'est vraiment me rendre compte de la culture et la vie des gens. Dans un lieu très précis. Parce qu'on peut faire juste quelques kilomètres et se rendre compte que déjà, il y a quelques coutumes qui changent. Et le rapport à la mort et à la vie, bon, je pense qu'il n'y a rien de plus intéressant, existentiel, pour essayer de cerner un peu les gens. Puis universel, quoi. C'est-à-dire tout le monde y passe à peu près, ouais. Bah, c'est ça. Et je pense que pour tous les archéologues, anthropologues, tous les gens qui s'intéressent à la vie des gens dans le passé et dans le présent, travailler le rite funéraire, la naissance, même le mariage, toutes ces étapes de la vie, c'est vraiment hyper fondateur. Alors moi, je pense pas que je suis chercheuse parce que vraiment, je ne fais que survoler les thèmes. Mais en tout cas, ça me fascine un peu, quoi. Oui, tu survoles depuis longtemps, donc au bout d'un moment, quand même, tu commences à creuser, quoi. Enfin, forcément, à connaître pas mal ce que tu as J'ai vraiment pas la survolé prétention de dire que ce que je dis, c'est dans une démarche scientifique. Parce que quand on dit chercheur, il y a une connotation scientifique. Moi, je suis juste observatrice. Voilà. Mais c'est vrai que oui, le thème de la recherche, bah forcément, quand on fait des choses visuelles, je comprends que c'est un mot dans lequel tu dois te reconnaître, quoi. Parce qu'il y a forcément de la recherche, du travail. J'essaie pas de tout connaître d'un sujet et tout. Par contre, j'essaie de m'en imprégner. Voilà. Comme le sucre dans le café, là, tu sais, qui par capillarité aspire un peu des énergies, des sensations, des émotions. Moi, c'est plutôt ça que je fais. Plutôt que d'essayer de vraiment comprendre de façon scientifique Très bien. les choses. Très bien. On va commencer par une petite partie peut-être plus liée avec l'aspect géographique.
Si tu devais comme résumer les points géographiques de ta vie, Ouais. par où le fil de ta vie est-il passé? Moi, je suis née en région parisienne Mhm. parce que mes parents, ils étaient de là-bas. Mais pour moi, c'est vraiment une parenthèse de ma vie qui est très éloignée parce que ils ont très vite déménagé dans le sud. Et j'ai tout le temps coutume de dire que c'est la meilleure décision qu'ils ont prise parce que vraiment, j'aurais pas du tout été heureuse, je pense, en région parisienne. Ne serait-ce que parce que c'est plat. Et que moi, je suis heureuse que quand il y a du relief. D'accord, tu aimes le relief. Ouais. Hmm. Et du coup, j'ai toujours vécu plus ou moins dans la région. J'ai fait un petit détour dans la Creuse. Ok. 1 an, Mhm. ça m'a suffi. Oui. Mais c'était bien. C'est creux, la Creuse? C'est pas creux du tout. Je pense qu'il y a plein de trucs à voir. Et d'ailleurs, vu que c'est un peu vide, que les gens ont un peu délaissé cet endroit, je suis certaine qu'il y a plein de trucs à raconter dessus. Hmm. Mais moi, j'étais plutôt contente quand même de retourner dans mon sud. Hmm. Voilà. Hmm. Et j'ai un peu connu le Maroc parce que mes grands-parents y ont habité Mhm. et que j'y suis allée souvent. Je sais pas, je pense pas que ça m'ait trop influencé, à vrai dire. Voilà. C'est les seuls, points géographiques que j'ai. Et je pense que je suis vraiment très en amour de ma région, quoi. Hmm. On m'a posé la question cette semaine, une cliente, qui m'a demandé si je me verrais habiter ailleurs parce qu'on parlait de voyage et tout. Et franchement, pas C'est- du tout, quoi. Ah ouais, non. Mm. Tu te vois pas déménager à un moment donné dans les années qui arrivent. Bah non, pas du tout. Je me verrais toujours aller tenter une expérience de vie ailleurs, en sachant que je reviens, quoi. Hmm. Mais l'idée de se déraciner, vraiment, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas du tout. Hmm. Je comprends qu'il y a des gens qui en aient besoin, mais alors c'est pas du tout dans ma nature, quoi. Ouais, je comprends. T'es arrivé à quel âge à peu près, du coup, ce déplacement dans le sud, cette arrivée dans le sud, là? 6 ans. Ah oui, d'accord. Et du coup, comment dire c'était dans quel genre de paysage, un peu cette enfance, un peu là dans le sud? Comment tu la décrirais? Qu'est-ce que c'est des mots-clés qui ont accompagné cette jeunesse, quoi? Alors moi, j'ai vraiment grandi à la campagne. Pas la campagne périurbaine, parce que mon mec, il dit qu'il a grandi à la campagne. Non, c'est faux. Il a grandi dans la campagne toulousaine, c'est pas la campagne. La banlieue, en fait. Oui. Mm. Moi, j'ai vraiment grandi dans une maison qui était au milieu des champs, avec beaucoup de champs autour, quoi. Et donc, moi, les paysages qui m'habitent, c'est vraiment les paysages de là où j'ai grandi, et c'est des collines. Pour moi, les collines, c'est... Mm. Il y a des gens, ils ont besoin tu sais, de paysages absolument grandioses, des falaises, des horizons avec l'océan et tout. Moi, les collines. C'est Avec ce qui le me vent rend qui heureuse. Avec surfe avec dessus. les bosquets au milieu, les petits ruisseaux entre les collines. Vraiment, ça me rend heureuse, quoi. Mm. Apaisant. Apaisant, varié, Ouais. qui change de couleur dans l'année. Je trouve que là où j'ai grandi, bah, c'est le Tarn, quoi. Les saisons sont très marquées. On voit vraiment la transition de l'été, l'automne et tout. Tout est vraiment très visuel. Voilà, moi j'adore ça. Forêt, rivière où se baigner, Mm. cailloux qui font mal aux pieds quand on marche. Le rêve. S'il y avait donc une musique qui accompagnerait un petit peu tout ce moment dans ta jeunesse, peut-être ces paysages-là que tu viens de raconter, qu'est-ce que ce serait? Alors, ça pourrait être plein de choses parce que vu que j'y ai vécu longtemps, c'est un peu ces paysages-là sont associés à plein de périodes de vie. Mais moi, je dirais un album de Ben Harper dans la voiture de mon père, là, le vieux break. Et les paysages qui défilent. Ouais, Et les saisons qui défilent et ouais. tout. Je vois trop. C'était les mêmes, la télé du matin, quoi, pour aller à l'école. Quelle est la place de la télévision ou de l'écran ou du cinéma dans ton enfance? Trop bonne question. J'aime trop. Merci. Et en plus, j'ai une réponse qui est pas trop cliché. Parce que moi, j'habitais du coup dans une ferme où on était quand même un peu isolés. Genre, on n'allait pas en ville et tout. Et mes parents, ils nous ont privés de télé pendant quelques années. Mais à un moment, je sais pas d'ailleurs comment ça s'est passé. D'un coup, on a eu MTV.
avec ma sœur. Du Et jour là- au lendemain. Après avoir Ouais, été ouais. privé, c'était en Et- mode let's Exactement. Et on s'est gavé, mais alors gavé de télé à outrance. Et c'est trop génial parce que j'ai vraiment eu une enfance où à la fois on était dehors, forêt, cabane et compagnie, et vraiment lobotomie de télé américaine. go. Il y avait les deux. Et j'ai eu les deux. Et je trouve que c'est un truc trop bien en fait. Parce que déjà, ça nous a fait une ouverture sur le monde qui était incroyable, et notamment sur la musique. Moi, j'écoute énormément de musique et je suis certaine que c'est cette période-là qui a été hyper charnière dans ma conception de tout ce qui pouvait exister. Parce qu'MTV, c'était quand même relativement riche musicalement parlant. Oui, les clips et tout ça, c'est ça, il y avait beaucoup de... Un de mes premiers rêves d'artiste, c'était de faire des clips, quoi. Voilà. Donc, je pense vraiment que ça m'a formée de fou. Et en même temps, la réalité concrète du monde, quoi. Et de faire des petits jeux dehors, quoi. Qu'est-ce que vous faisiez comme jeu dehors? Les cabanes. Les cabanes, surtout. Ah, ça, vraiment, les cabanes, c'est ce qui nous a... Je sais pas, ça nous a obsédés. On avait une petite forêt chez moi. Ouais, voilà, il fallait du bois, il fallait du matos. Il fallait le matos. Et puis, simplement l'exploration, hein, je pense. Nous, on avait vraiment le droit de partir toute la journée et de revenir que le soir. Au final, on revenait dans l'après-midi pour regarder Les clips sur MTV. Ah oui. Excellent. Ouais, la classe un peu quand même, d'avoir eu MTV, un peu la classe. Ouais. Et puis, du coup, les séries, les trucs. Et la dernière fois, j'en parlais, je disais, il y a un truc trop marrant à avoir cette espèce de dualité trop bizarre entre la télé américaine et la campagne tarnaise fort. C'est que ce que je voyais à la télé, c'était un peu comme un rêve fiévreux. Genre où on n'arrive pas à concevoir que ça soit un peu vrai. Je pense que les gens en ville ont plus de connexion quand même avec, je sais pas, le monde un peu culturel, etc. Nous, c'était tellement deux trucs opposés que quand je voyais des trucs américains, je veux dire, personne dans mon collège s'habillait comme les rappeurs américains, tu vois. Mais alors vraiment personne. Alors que je pense que peut-être à Toulouse, il y avait déjà des jeunes qui étaient un peu plus branchés et tout. Nous, c'était vraiment extrême. Donc, c'était vraiment comme rêver un peu. Mes souvenirs sont un peu bizardos, quoi. Mélangé, pas mélangé. Il y a un truc, oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. La magie de la culture, finalement. Ouais, grave. Est-ce que tu te sens chez toi où tu vis actuellement? Ah ouais. T'as ce sentiment de... Ah ouais. Du chez soi. Mais après, moi, je me suis toujours sentie chez moi partout. J'ai une théorie de vie, philosophie. Let's go. Moi, je suis très... je trouve les choses belles. Même quand c'est pas super beau, je vois des trucs qui me plaisent. Et du coup, peu importe là où j'ai habité, il y a toujours eu des rues que je trouvais super, des ambiances qui me plaisaient et tout. Ce qui fait que je me sens bien. Et quand on se sent bien, on se sent chez soi. Donc même avec du recul, les endroits où j'ai vécu qui étaient pas fous, je les ai adorés, quoi. J'ai vécu dans un appart qui faisait 12 mètres carrés, minuscule, insalubre. Je l'ai aimé de fou, quoi. C'était mon nid. Comme une cabane, quoi. Comme une cabane. Donc je pense que c'est cette capacité à se satisfaire de là où t'es, de ce que t'as, ça te rend un humain qui est plus propice à être heureux, quoi. Et en transformant aussi, peut-être que tu as réussi à te satisfaire en transformant un petit peu parce que t'aimes bien peut-être décorer, adapter ou regarder différemment. Puis tu te projettes, tu vois de la beauté, de la poésie un peu partout. Tu vois, la Creuse, c'était pas fou. J'étais dans un petit village où il n'y avait pas grand-chose et tout, mais ouais, effectivement, tu transformes. Des fois, c'est même pas concret, mais juste... le PMU avec les gars qui boivent des coups à 10h30. Ça pourrait être un peu bizarre pour certaines personnes, ils trouveraient ça pas charmant. Moi, je trouvais ça charmant, tu vois. Donc, on choisit comment on vit les choses. Aussi. Ouais. Mais l'optimisme, en fait, je pense, en fait. Le jaune. Comment est arrivé, peut-être, je sais pas... mais ta pratique artistique dans ta vie, je sais pas par quoi tu as commencé. Moi déjà, je suis, y a une sorte d'héritage féminin où dans ma famille, je viens d'une lignée de femmes qui a pas pu être artiste, avec des parcours de vie contrariés, soit parce que la société leur a pas permis, soit parce que la vie leur a mis des obstacles qui étaient compliqués
ensuite avoir la liberté d'être artiste. Donc j'ai toujours grandi avec des femmes qui aimaient créer, mais qui n'avaient pas pu en faire un métier. Du coup, je pense que très très tôt, c'est un peu terrible de dire ça parce que je pense que c'est un poids aussi. Très tôt, je me suis sentie responsable de cet héritage-là. Ouais. Et que moi, j'allais un peu, comment on dit, résoudre, tu vois, la malédiction familiale un peu. De briser les chaînes Oui, héréditaires. comment on dit ouais. Ma grand-mère et ma mère sont à fond dans la généalogie et elles disent toujours c'est briser les cycles, enfin ne pas reproduire, arrêter la reproduction. Ouais. Et donc, je pense que ça m'a influencée. Et en plus, je pense que du coup, les femmes qui m'entouraient m'ont poussée à y arriver. Ça, c'est chouette. Qu'elles ont cru en moi. Tu vois, que très tôt, on a dit « Ah, mais elle dessine bien ». Alors que non, j'étais une enfant qui dessinait comme toutes les autres, tu vois. Mais qu'on m'a valorisée là-dessus. On me demande tous les jours, hein, quand je tatoue, quand est-ce que tu as commencé à dessiner. Je suis incapable de dire. Je pense que c'est vraiment... Ça a toujours été là. Et que j'ai toujours su que j'allais faire ça comme métier, quoi. Sans savoir quelle forme ça allait prendre, mais que j'avais pas trop d'autre choix que de faire ça. Tu as dit plusieurs fois tout à l'heure mon Sud, tu as parlé du Sud. Comment est-ce que tu définirais ce concept de Sud ? C'est quoi pour toi le Sud ? Déjà, moi, mon Sud à moi, c'est vraiment le Sud-Ouest. C'est pas que j'aime pas le Sud-Est. Mais voilà. Qu'est-ce que tu appelles le Sud-Ouest d'ailleurs ? Je pense que ça s'arrête à Montpellier, pas plus haut que Périgueux. Tu vois, c'est notre petit coin là. Jusqu'à... Ah bah jusqu'à l'Andalousie quoi. Ok, très bien. Oui, d'accord. Mais après, comment je le définis, je pense paysage, nourriture et ambiance folklorique. Notre architecture, la langue, les légendes. Je pense que moi, c'est là-dedans que je me situe, quoi. Les histoires. Ouais. Même si je trouve que malheureusement, on a un peu perdu, ou du moins, je suis un peu en quête en ce moment de plus d'histoires, plus de légendes, plus de tout ça. Comment tu fais pour les chercher, mettons, ces légendes ? Bah, par exemple, cet été, je suis partie en vacances, on a longé un peu les Pyrénées et je m'étais acheté un petit livre qui s'appelle Les Pyrénées mystérieuses. Et d'essayer de trouver des petits endroits où c'est des endroits un peu sacrés, ou du moins où il y a eu des histoires, des faits un peu bizarres. Voilà. C'est pas en mode paranormal du tout, c'est plutôt il y a telle église à tel endroit parce qu'avant il y avait un rocher où les gens ils y allaient pour faire je ne sais quel rituel, tu vois. Donc je pense qu'il y a encore une fois, je suis pas chercheuse et je suis pas historienne, mais j'ai le sentiment que l'identité de la région, elle a été un peu gommée à un moment. Et j'aimerais vraiment beaucoup la connaître mieux. Voilà. Est-ce que tu as une idée de ce moment ou pas, où, quand tu dis qu'elle a été gommée à un moment donné, quand tu parles de l'église qui remplace la pierre, c'est assez clair. J'allais dire, je pense que l'église a... Au fond, gommé, mais aussi permis que ça dure, hein, parce qu'en fait, tu sais, c'est tous les trucs de syncrétisme où en fait, ça les a transformés, mais du coup, ils sont toujours là. Donc, je dirais plutôt opérer cette espèce de mutation, voilà. Et après, je connais pas assez bien, mais je dirais que c'est, tu sais, le fait de vouloir unifier la France en gommant les identités locales. Qu'à un moment, on s'est fait avoir, quoi, avec ça. Alors que, y a d'autres régions où c'est peut-être un peu plus marqué. J'imagine que les gens du Pays Basque retrouvent plus facilement leurs racines que vers chez nous. Ouais. Ils ont fait un bon travail de... ça, en fait, c'est super intéressant. Les Corses aussi, par exemple. Peut-être il y a l'avantage aussi d'une taille géographique, d'un truc défini. Et alors, bon, peut-être pour le Pays Basque, un truc d'une langue aussi qui est super différente des autres, parce qu'elle est pas latine, pratiquement pas mélangée au latin, alors que tout autour est un peu latin. Et de rester... Je crois que... ils sont bons pour tout ce qui est même arbre généalogique et tout ça. Donc si tu veux chercher, à partir du moment où tu as un nom basque, tu vas chez eux. Je crois qu'il faut pouvoir parler en basque, sinon tu peux pas... Enfin, il y a un truc d'accès, en fait. De protection, de conservation et tout ça, et de difficulté d'accès. Mais si tu veux chercher, que tu es basque, des infos sur ta famille ou je ne sais quoi... Tu peux facilement remonter le truc. Ils ont les infos, quoi. Ouais.
J'ai aussi idée que la guerre, ça a effacé beaucoup. J'ai appris un truc la dernière fois sur la région toulousaine, sur les gens qui transformaient leur crâne. Oui, Donc, Qu'il les- ouais, voilà. Qu'il y a eu ça en région toulousaine. Pendant très longtemps, les gens se bandaient le crâne dès l'enfance pour avoir une tête allongée. ouais. Et qu'il y avait même un village pas loin où tous étaient comme ça. Waouh. Ce Je qui est pensais pas dingue. que c'était aussi. Je pensais que c'était un fait, tu vois, Alors, mineur, mais en fait, c'était une Non, apparemment, pendant quelques temps, ça a quand même été très répandue. notable. Enfin Wow. voilà, il y avait beaucoup de gens qui le faisaient. Ouais. Et que ça a disparu après la Première Guerre mondiale parce qu'en fait, les gens sont morts, quoi. Ah, bah Et qu'on oui. n'a pas reproduit ce truc. Je dis pas que c'est un problème. Mais non, C'était peut-être pas la meilleure tradition. c'était, J'en oui. sais rien. Ouais. Mais- Niveau fashion, on sait Voilà. pas. Ouais, où Mais ça se situe. je me dis, si ce truc-là a disparu, bah, il y a plein de choses qui ont disparu, des histoires, Hmm. voilà, du fait qu'il y a plus de... qu'il y a toute une partie de la population qui disparaît. C'est sûr. C'est sûr que ça a dû mettre un coup à pas mal Mm. de trucs. Moi, je sais que par exemple, moi, c'est mes grands-parents dont les parents le parlaient, mais qui, eux, ont été la génération à ne plus le parler, Ouais. l'occitan. Et donc, c'est vrai que c'est perturbant quand t'as dans une famille, tout à coup, comme ça, des politiques un peu linguistiques et à l'école, pas mal par l'école aussi, Mm. qui interdisent de parler une certaine langue et que, en une génération. Ils ont Non interdit transmis. de parler occitan. Ouais. C'est quand même longue histoire, donc c'est pas le fait que d'une génération. Oui. Mais il y a eu plusieurs comme ça vagues, de shaming, quoi. Tu Ouais, vois, ouais, ouais. c'est pas ok de parler occitan. C'est voilà, il y avait écrit au-dessus des tableaux d'école, il est interdit de cracher par terre et de parler occitan. Voilà, c'est devenu comme vraiment la langue Ouais. interdite, des pécores aussi, Oui. des paysans, des bergers. Et par contre, voilà, c'est à l'opposé, la langue de la ville, la langue de l'administration, de la politique, t'as tout ça. Ouais. Élitiste, c'était le français. Ouais. Bah, moi, j'ai beaucoup entendu parler occitan quand j'étais petite, quand même. Mais c'était les vieux. Ouais. Les vieux, et même, j'ai souvenir que dans mon collège, il y avait des enfants, alors c'est pas qu'ils parlaient occitan, mais où tu sentais que le phrasé était imprégné de l'occitan, en fait. Il y avait les R qui roulaient, il y avait une façon d'accentuer les mots, etc. Tu sentais ils devaient certainement vivre avec plusieurs générations chez eux, et ça parlait occitan, et donc, comment dire, tu mettrais ces gens-là en ville, les citadins diraient ils parlent comme des paysans. Mais non, ils parlent un parler qui est, qui est Influencé. influencé d'occitan, quoi. Ça, c'est intéressant, ouais, parce que comme on peut jamais effacer tout, tu vois, ça prouve, ça donne un peu d'espoir sur le fait que, ouais, il y a des choses qui restent, tu vois, la transmission se fait de façon inconsciente et indélébile presque, Ouais, tu ouais. peux pas l'enlever, quoi. Et c'est lié à une culture campagnarde. C'était des... Bah, je te dis ça, c'était des enfants qui, le week-end, conduisaient les tracteurs avec leur père, quoi. Mhm. Donc c'était vraiment rural. Mais tu le vois, par exemple, bon, quelqu'un qui n'est pas une grande référence, mais qui est quand même un témoin, on va dire, historique. Jean Lassalle a un certain accent. Il a appris d'abord le béarnais, langue maternelle première, ensuite l'espagnol, parce que Béarn, très proche de l'Espagne, donc beaucoup d'espagnol dans les Pyrénées, là-bas, et ensuite le français. Ah. Et donc, bon, aujourd'hui, c'est un français, mais qui a un accent qui est un peu celui-là, c'est-à-dire qui Oui. est influencé par par le béarnais et par l'espagnol, plus que... et donc, forcément, quoi, de toute sa vie, alors qu'il a quand même un grand âge, son accent est resté Ouais. et ne partira jamais, quoi. Ouais. C'est marrant. Et c'est quand même bien qu'il ait jamais cherché à le gommer. Tout à fait. J'aurais pas pensé parler de Jean Lassalle aujourd'hui, mais bon, Non, ok, ouais, très bien. écoute, c'est parce que je l'ai rencontré, donc des fois j'y pense, mais bon, j'aimerais l'oublier aussi. Est-ce que tu aurais un souvenir à me raconter qui serait Saussud? Tu vois? Genre soit un truc que t'as vu, une scène que t'as vécue, tu vois, un truc que quand je te dis Saussud, ça te ring a bell. Alors ouais, j'en ai un. Et en plus, c'est un truc, j'y pense souvent. C'est mon empire romain. J'adore la bouffe. Et il y a un truc que j'aimerais revivre, que j'ai vécu enfant. C'est la fête de l'Aligot, Miam. juste à côté de chez moi. Et c'était trop beau. C'était trop beau. J'ai envie d'avoir un postulat politique, là, tout de suite. D'accord. Je regardais une vidéo tout à l'heure de
On peut avoir des postulats politiques. Oui, Ok. c'est autorisé, oui. Très bien. J'ai regardé une vidéo tout à l'heure, c'était horrible, c'est sur des gens, c'est des fachos, quoi, qui organisent des repas franchouillards dans des châteaux, où ils ont tous des bérets, ils font comme ça, là, ils chantent Michel Sardou, Ouais. en mode on reproduit une forme de ruralité que soi-disant on voudrait nous enlever. Tu sais ? Oui. Et ça m'a foutu en colère, parce que moi, je me rappelle la fête de la Ligo, où c'est de la vraie ruralité, où c'est à la salle des fêtes du village de machin de trucs, et où t'as vraiment une véritable culture culinaire, musicale aussi, parce qu'en fait, on vient pas chanter Michel Sardou, c'est plutôt Patoche, le DJ du cousin de machin qui fait ce qu'il peut avec la sono Ouais. de la mairie, prêtée par Bien la sûr. mairie. Il y a tout un truc vraiment de le peuple, quoi. Et moi, dans ces endroits-là, j'ai jamais ressenti une quelconque haine. Les gens sont en plus hyper différents. La campagne, elle est plus mixte, plus mélangée, plus bigarrée que ce que veulent nous faire croire ces gens qui fantasment une ruralité qu'ils ne connaissent pas. Tout à fait. Et voilà, tu vois, donc un souvenir saut sud et saut la campagne, et c'est trop beau, les endroits où j'ai grandi, c'est ces tables immenses avec le gars qui soulève l'énorme purée fromagère Miam. qui a le goût du ciel, c'est incroyable, et où tout le monde bouffe, et c'est trop merveilleux, quoi. C'est vraiment un super souvenir d'enfance et que j'aimerais vraiment revivre, quoi. Mais ouais. Mais ça me parle beaucoup. Ah. C'est un gros sujet, ce que tu dis. Mais ouais. Il y a comme une réappropriation culturelle. De quelque chose qui ne Ouais. leur appartient pas, hein. Ouais. Mais vraiment pas. Ces gens-là sont des gens qui sont de la ville, Ouais. bourgeois, et qui font un simulacre de campagne. Ouais. Ça me dégoûte. Ils défendent des choses qui ne leur appartiennent pas, qu'ils voudraient pas perdre, alors que ça ne leur appartient pas. Enfin, il y a rien qui va, en fait. Il y a rien qui va. dans Ils ce se qu'ils, déguisent. Ouais. Dans ce qu'ils demandent, dans ce qu'ils revendiquent, il y a rien qui va. Mm. Bon. On ira manger de la digo sans eux. Oui, s'il te plaît. Oui. Bah écoute, it's a date. On s'organise ça. Oui. Est-ce que du coup, l'identité occitane, est-ce que c'est un truc... Est-ce que tu te sens, toi, occitane ? Ou est-ce que Je c'est un pense que- mot qui est un peu Non, c'est loin ? pas du tout. En fait, vu que je suis pas née ici, j'ai un petit truc de bon. Tu vois, mes grands-parents sont pas du tout d'ici et tout. Mais avec le temps, et plus ça m'intéresse, plus ça m'ancre vraiment dans mon environnement. Je pense qu'il va me falloir encore quelques années. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup apprendre l'occitan. Mm. Mais je me sens vraiment d'ici, quoi. Il y a vraiment un truc... j'aime tellement cette région. Tu vois, je me suis passionnée pour les cathares. Moi, j'ai vraiment mon pèlerinage à la cathédrale d'Albi, qui est vraiment mon endroit préféré du monde. Sainte-Cécile, Voilà. si. Donc je pense que je suis plus occitane que plein de gens de toute façon qui sont nés par ici et qui s'en foutent. Voilà. Ils ont le droit de s'en foutre, hein, d'ailleurs, pas un souci, mais ça, en tout cas, j'essaie de m'imprégner de l'identité du coin. Donc là, on va passer sur les questions plus en rapport avec tes professions, tes pratiques. Oui. Est-ce que je me demandais, est-ce que c'est difficile de faire du tatou par les temps qui courent ? Est-ce que tu as ressenti un peu un changement ? Parce que ça fait quand même pas mal d'années que tu en fais. Est-ce que... Eh a bien, ce serait mentir que de dire que tout va bien. Ouais. Mais donc le commerce, je pense en général, va pas très bien parce que les gens ont pas beaucoup de sous. Voilà. Ça s'arrête là, l'analyse s'arrête là en fait. C'est pas le tatouage en particulier, c'est les gens ont moins la tête à ça, quoi. Il y a un truc aussi de peut-être on retourne vers un idéal de beauté qui est un peu plus prude, un peu plus Clean girl. ouais, et puis un peu plus, faut être plus discret. Ouais. Tu vois, il y a quelque chose comme ça où faut moins montrer qu'on est différent. Donc je pense qu'il y a ça. Moi, ça reste que je travaille très bien. Je vais vraiment pas me plaindre. Je pense qu'il y a plein de gens qui viennent me voir pour ce que je fais. Franchement, je vis bien de mon travail et puis je l'adore, quoi. Je me vois pas, enfin, j'ai pas du tout... je suis pas dans une situation où je me dis que je devrais changer de métier. Ou quoi. Mais je sais que c'est dur pour plein d'autres gens. Ouais, j'ai entendu ça, c'est pour ça que je voulais te demander. Ouais. Ouais.
Mais moi, c'est vrai que j'ai la grande chance de pas trop le ressentir. Mais je sais que c'est dur pour plein de gens. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Qu'est-ce que le jaune moon représente pour toi ? Alors, c'est une question, normalement, j'ai bien les réponses parce qu'on me la pose relativement souvent. J'ai commencé à travailler avec cette couleur parce que je faisais un mémoire sur les fanzines. Et donc, dans les fanzines, il y a un peu l'idée de l'économie de moyens. Et vu que je fabriquais tout à la main et que je voulais vraiment avoir un truc un peu usine, tu vois, vraiment en produire beaucoup, il fallait être efficace. Et donc, je voulais quand même mettre de la couleur. Et après en avoir testé plusieurs, quoi, c'est le jaune que je trouvais le plus impactant, celui qui me procurait de l'émotion, quoi. Donc, c'est un peu dans la pratique que je me suis mis à l'utiliser. Et après, j'ai commencé à un peu me poser des questions sur pourquoi ça me crée autant d'émotions. Et donc, ce que j'ai compris, tu vois, à force de le faire, c'est que pour moi, c'est une couleur qui est tout le temps dans l'ambivalence. Si je fais une image qui est positive et que je mets un élément jaune, je trouve que ça donne à l'image quelque chose d'un peu étrange. Et que ça va justement la rendre un peu bizarre. Voilà. Alors que si je fais une image qui est très sombre, un peu triste, le jaune va plutôt venir lui donner une petite touche d'espoir. Donc je trouve qu'elle est tout le temps pas à l'endroit où on attendrait que la couleur soit. Au bout d'un moment, j'ai commencé quand même à lire des choses sur le jaune. Et effectivement, par exemple, Michel Pastoureau, il explique bien que c'est à la fois la couleur de la maladie, par exemple, mais aussi la couleur du soleil, tu vois. Donc il y a vraiment toujours des ambivalences, voilà. Elle est assez contrastée, quoi, comme couleur. C'est marrant. Ouais. Elle joue sur plusieurs terrains Ouais. et elle amène du décalage, non ? Oui. On dit que c'est la couleur de l'infidélité. Oui. C'est la couleur qu'on a collée sur les personnes juives pendant la guerre. Oui. C'est aussi la couleur de l'or. Dans les peintures, les rois peuvent arborer du jaune. Les gens dans l'église aussi. Donc voilà, ça, c'est un peu tout le temps en mouvement. C'est riche. C'est riche. Et ça, t'aimes bien, ça ? Ouais. Ouais. Puis bon, au bout d'un moment, c'est devenu la seule couleur que j'aimais travailler. J'ai beau essayer d'en utiliser d'autres, je suis là, bon. Tu trouves que ça te suffit, quoi, finalement, Ouais. ton noir, ton blanc et ton jaune ? Oui, et puis au final, moi, je suis plutôt une artiste du noir et blanc, en vérité. Le jaune vient comme un accent, et les gens m'ont beaucoup identifié à lui, mais au final, tout le reste, c'est vraiment la dernière touche, quoi. Tout le reste, c'est vraiment le contraste, la lumière, et les textures, etc. Et le jaune vient un peu symboliser quelque chose à la fin, mettre un petit accent sur ce que j'ai envie de dire. Une signature, ouais, un accent. Sympa. Est-ce que tu as des anecdotes de tatouage marrantes ? Est-ce que c'est un métier qui t'amène des moments un peu cocasses ou est-ce que, bon, finalement, la vie de tatoueuse est assez ordinaire ? En vrai, c'est une question qu'on me pose tout le temps, à laquelle j'ai jamais de réponse. Je pense pas que... Tu sais, on attire beaucoup une clientèle qui nous ressemble. Donc, généralement, j'ai pas non plus des clients au profil hyper marqué à qui il pourrait arriver des trucs de fou pendant les séances. Donc, je suis désolée, j'ai pas d'anecdote. Pas de souci. Aucun souci. C'est un métier, somme toute, très calme. Très calme, finalement. Mais peut-être parce que tu es calme, donc Oui, c'est ça que je tu pense disais, que ça. oui, ton métier te ressemble, forcément. Alors, il y a du coup aussi donc, l'autre partie de ton travail qui va plutôt être sur d'autres supports. Tu as fait de très beaux prints ou parfois des affiches. Tu fais aussi de... voilà, tu mets parfois ton art au service d'autres organisations. Est-ce que... oui, est-ce que par hasard, il y a et aussi des murs aussi Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ouais. Où est-ce que tu te situes par rapport à ça, par rapport à la recherche, entre guillemets, de support ? Est-ce que tu as par hasard un nouveau support que tu aimerais conquérir ? Ou est-ce que tu es bien avec ce que tu as ? Ou peut-être même tu aurais envie de réduire parce qu'il y a quelque chose qui te plaît plus et que tu veux faire à 100%. Comment est-ce que tu te situes sur ça ? Je pense qu'à la base, avant de faire du tatouage, j'étais beaucoup plus pluridisciplinaire. Parce que, en vrai, tout m'intéresse, quoi. Mais le tatouage, c'est une pratique où on peut pas le faire à moitié. Et où, quand on est artiste tatoueuse, on est obligé de consacrer énormément de temps, énormément d'énergie
à ça. Donc maintenant, depuis 5 ans, là, ça a pris, je pense, 95% de mon temps. Ah oui. Donc avant, j'étais graphiste, j'ai quasiment plus de contrat de graphiste parce que j'ai tout simplement plus le temps. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de dessiner de mon côté encore un peu. J'ai quelques projets. Je suis vraiment maintenant soit dans le tatou, soit dans le pur dessin, l'illustration. Un de mes projets que j'aimerais vraiment un jour mener à bien, mais c'est le travail d'une vie, c'est que je lis L'Enfer de Dante et je l'illustre. J'en ai fait que 2 pour l'instant. Mais c'est passionnant, c'est super. Mais je pense que ça s'arrête un peu là. Le street art, plus le temps du tout. C'est très très long hein, de trouver des murs, trouver des contrats aussi pour en faire. Big up à ma copine Julia Format, avec qui je faisais ça un petit peu au début et qui, elle, par contre, s'est épanouie là-dedans et qui fait que ça. Mais non, moi, maintenant, c'est vraiment le tatouage, quoi. Et c'est un domaine qui est tellement vaste et il y a tellement de choses à explorer que, franchement, ça va me suffire pendant 20 ans, là. Bah ouais, c'est chouette. Ça t'amène aussi à bouger un petit peu, Ça amène à bouger. En tout cas, ça donne une vraie liberté de si un jour je veux partir quelque part travailler, normalement on peut aller vraiment partout. Mais bon, je crois que j'aime de moins en moins bouger. Je suis trop bien par ici. Ouais. Mais oui, effectivement, ça permet de bouger. Je vais souvent à Paris. C'est un bonheur voilà, d'être à Paris de temps en temps, mais voilà, je suis trop contente par ici. Et sinon, bah, donc du coup, tu bosses dans un salon Je bosse dans un salon à Toulouse, à Saint-Cyprien, ça s'appelle le Petit Studio. Ça fait quelques mois que j'y suis, mais ça fait 1 an que c'est ouvert avec ma collègue Raven. Et on est hyper bien. Ouais. C'est un petit cocon dans un quartier de Toulouse qui est vraiment super en plus. Ça devient le cœur petit à petit de Toulouse, quoi. Bah, pour le coup, il y a une vraie vie de quartier. Il y a un peu, en plus, moi qui aime bien les petites histoires et tout, c'est vraiment l'endroit où il y avait les hôpitaux pour les gens qui avaient la peste et tout. Il y a vraiment un petit historique, un petit peu dark, là, comme on aime bien. Ouais. Et voilà, moi, je m'y plais trop. J'ai habité là-bas pendant des années, donc c'est vraiment un petit retour dans mon petit quartier préféré de Toulouse. Quartier Saint-Cyp. Ouais. Eh bien, ma foi, nous allons passer sur la partie un petit peu foutoir, alternance de questions qui n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres. Le petit bazar. Le bazar. Le petit bazar de Moon. À mon avis, pas tout sortir. Non, il n'y aura pas le temps, mais un petit bout. Voilà. Vide un peu ton sac. Tranquille. Attends, je m'allonge. Et c'est parti. Je sors mon carnet. Quel est ton dessin animé préféré, si tu en as un série, film Alors, je suis allée voir Arco, là, au cinéma, c'était trop bien. Ah, c'est un truc qui est sorti récemment ? Ouais. Ça me dit un truc. Studio français. Je me rappelle plus du nom, mais c'était trop bien. Sinon, j'ai envie de faire un truc un peu lié à mon enfance. Le bois de Katsu. Le bois de Katsu. Alors voilà, c'est assez niche. Ah oui, c'est niche, ouais. C'est assez niche, mais il y en a plein qui connaissent. Et généralement, quand tu as quelqu'un en face qui connaît, ça fait « waouh !» Ah ouais. Le bois de Katsu. Fable écolo, voilà. Alors, on n'avait pas la télé, mais on avait quand même le droit de regarder le bois de Katsu. D'accord. Ouais, donc je pense qu'ils nous ont bien lavé le cerveau, mes parents, avec ça. Avant d'aller sur MTV, lavage de cerveau. En fait, c'est rien d'autre que l'histoire d'une ZAD. Sauf que la ZAD, c'est des renards et des lapins, des hérissons. C'est trop mignon. Ouais, voilà. Et c'est un truc français ? C'est français. Écoute, je pense que oui. Et c'est des animaux qui voient leur forêt être détruite et qui doivent en retrouver une nouvelle. Oh. Et donc, c'est vraiment... ça prend un peu aux tripes. Hein. Oui. C'est un peu traumatisant. Aïe. Mais... Ça forge. Moi, je suis pour le trauma au plus jeune par âge. L'art jeune. Non, mais en plus, c'est vrai. J'y crois vraiment. Genre, la limite... par exemple, moi, le premier film qui m'a choquée en tant qu'enfant, c'était Princesse Mononoke. Ouais. Intense. Mais c'est du même niveau. Et ça, t'es ok, tu penses que c'est une bonne claque. En vrai, c'est absolument. Un peu parce que je m'en rappelle, en fait. Donc, tu vois, il m'a marqué et c'est sûr qu'il m'a ouvert une porte sur la vie. Non, mais moi, j'en suis sûre. Enfin, les psychiatres en sueur. Les pédopsychiatres, bon,
écoute le truc en disant qu'est-ce qu'elle raconte. Mais en tout cas, moi, mes parents m'ont pas trop protégée à ce niveau-là parce qu'on n'avait pas la télé, remarque, donc ça m'a protégée. Mais on a regardé des films qui, je pense, étaient un peu au-delà de ce qu'on aurait dû regarder très jeune. Mais c'était des beaux films avec des images qui étaient fortes, avec des messages qui étaient forts et qui m'ont un peu trauma. Et en fait, je trouve que ça laisse une empreinte dans le cerveau d'enfant qui reste en toi, mais de façon un peu fantôme. Et moi, je sais que c'est une nourriture artistique. Parce que c'est un peu distancié, du Ça coup. En fait, ça m'a laissé des émotions presque primitives en moi. Ouais. Avec lesquels je me reconnecte quand je cherche à être inspirée. Parce que tu vois, c'est les premiers sentiments d'agression visuelle, d'être dérangé un peu sans pouvoir tout à fait te l'expliquer. Ouais. Toutes ces choses-là, je trouve que c'est vraiment de la nourriture pour la créativité. Ouais. Et je pense que si on m'avait tout empêché de voir tout ça, il y aurait plein de choses que je pourrais pas créer aujourd'hui. Ouais. Et t'aurais pas un lien émotionnel fort avec un type d'image. Ouais. Et même, je suis sûre qu'il y a des choses que je dessine aujourd'hui, que je reproduis, qui sont sans cesse des quêtes de retrouver ces images-là qui sont un peu effacées dans ma mémoire, tu vois, mais qui sont toujours en tâche de fond. Ouais. Et je suis sûre qu'il y a plein d'artistes qui fonctionnent comme ça. Mais oui, de fou. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, je me dis que en fait, le trauma est peut-être pas... Enfin, ça n'a rien à voir avec un trauma de vie, par exemple. Oui. Parce qu'en fait, le trauma qu'on peut avoir avec une image, oui, il y a la distance, il y a le rapport artistique, il y a la conscience que tu es en train de regarder un truc qui n'est pas la réalité, donc qui t'arrive pas dans le temps présent et dans la vie. Et je sais pas si quand on parle de truc du cerveau et tout, ça fonctionne, mais j'ai un peu le sentiment que le trauma, c'est en fait quand il t'arrive un truc dans ta vie qui est marquant, ça a une empreinte sur ton cerveau. Donc, est-ce qu'il y a que des traumas négatifs ou est-ce qu'il y a aussi, par exemple, quand tu vois un truc absolument magnifique, ça traumatise d'une certaine manière ton cerveau. Et par exemple, moi, je me rappelle avoir... Il faudrait un autre mot, en fait. Il faudrait peut-être un genre autre mot. Le trauma. Je sais pas. Mais par exemple, je me rappelle avoir visité des musées très jeunes. Parce que ma grand-mère m'emmenait beaucoup dans des musées d'art contemporain. Et d'avoir vu des œuvres très jeunes qui m'ont traumatisée. Ouais. Mais Claque. oui, mis Claque. des petites claques. Et effectivement, ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'à mon avis, je suis artiste. Je pense que je me plaignais un peu en mode... Enfin, je me plaignais en mode... Oh, moi, j'ai regardé Princesse Mononoke beaucoup trop tôt, c'était horrible. Mais je le vois différemment maintenant. Je ne le dirais plus pareil. En fait, c'était un trauma positif. Ouais, je pense. Merci. Bon, ça dépend de comment tu le dis mais aujourd'hui. vraiment. Je me rends compte que c'était sûrement bien un trauma, mais plutôt positif. Ah yes. Trop bien. Quelle musique est-ce que tu écoutes en boucle en ce moment ? Alors, ouais, super question. Alors, la dernière fois, j'écoute beaucoup de musique. Et j'explore beaucoup de trucs. La dernière fois, je me suis demandé si le jazz gothique, ça existait. Et alors ? La réponse est oui. Oh, waouh. Ah, ça doit être marrant. La C'est un réponse est mélange. oui. Et c'est super beau. Ok. C'est super beau, c'est très sombre, avec des nappes musicales très belles. J'ai découvert que c'était des gens qui faisaient du métal. Il y a un lien vraiment entre la musique métal et le jazz. Je ne saurais pas l'expliquer, je ne suis pas musicologue ou quoi que ce soit. Mais il y a un lien de technique. C'est des musiciens très techniques. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de musiciens de métal qui, à un moment, bifurquent sur le jazz. Et donc, ont donné vie à certains groupes qui font ça, du coup. Donc, du coup, tu vas avoir les instruments, mettons, jazz, et peut-être des voix un peu, des mélodies. Il n'y a pas forcément de voix, mais des ambiances. Bon, par exemple, pour les gens qui écoutent du métal, il y a des choses qui sont très proches du doom, donc des sonorités très lentes, très profondes, qu'on retrouve du coup dans des compos de jazz. Donc c'est ça que tu écoutes à fond et en ce alors moment. ça, automne, petit thé, livre, plaid. Au max. Bah, je vais tenter. Ouais, ah bah vas-y, hein. Let's go. Hein. T'as un nom Alors, il y a un groupe qui s'appelle Lowering, je crois. Okay. Mais il suffit d'aller YouTube, Spotify, dark jazz, doom jazz. Ok. Stylé. Je connaissais pas l'existence de ce sous-genre. Et ben voilà. De cette fusion. Excellent. Tout existe, c'est merveilleux. Oh, c'est vrai, c'est bien vrai. Quelle est ta dernière lecture ? Alors, mes lectures en ce moment, je lis beaucoup en ce moment, j'en lis 4.
en même temps. Waouh. Euh, Ça, tu y arrives. Ouais, parce qu'en fait, je m'impose une sorte de discipline. J'ai un livre un peu divertissement le soir. Mhm. Moi, je lis beaucoup de polars, donc c'est un truc comme ça. Et le matin, je me fais L'Enfer de Dante, la Bible, et le bouquin sur la créativité de Rick Rubin, qui est vraiment nul, faut pas le lire. Ok. Mais j'ai quand même envie de le terminer. Et je m'impose un petit verset de la Bible, un chapitre de Dante. Voilà. C'est long, les chapitres de Dante? Non. Non. À chaque fois, c'est 4 pages. Ok. C'est des chants. C'est des poésies, un peu comme l'Odyssée, ce genre de choses. Oui. Donc en vérité, c'est assez rapide. Stylé. Ouais. Et là, après tout ça, t'es dans un mood comment? Tout ça sur fond de Ouais. jazz. Exactement, t'as tout compris avec De du dark café. jazz. Avec du café. Moi, j'adore, c'est absolument passionnant. Dante, c'est incroyable. Le gars avait inventé le cinéma avant que le cinéma existe, quoi. C'est vraiment... il a inventé le body horror. Il y a des scènes où t'as vraiment le sentiment d'être devant un écran de cinéma, quoi. Ah ouais. Mm. C'est très descriptif, visuel. Pas tant. Scénarisé. C'est plutôt composé. Hmm. Il y a quelque chose de très visuel, en très peu de mots, vu que c'est très court à chaque fois. Mais en très peu de mots, il arrive à t'expliquer un paysage surréaliste, parce qu'il décrit l'enfer. Donc, faut quand même qu'il y ait quelque chose d'un peu spectaculaire. En quelques mots, il arrive à le faire. Il y a des choses très film d'horreur, hein, vu qu'il faut décrire des sévices. Et il arrive à le faire et tu vois les trucs horribles. Et je pense que notre cerveau est capable d'imaginer, de faire la suite, quoi. Il donne quelques touches et puis le cerveau invente la suite. C'est fascinant. Il y a toute une partie politique qui, moi, m'intéresse moins parce que je suis pas au fait de tous les personnages de la Renaissance italienne. Mais je pense que pour les gens qui s'intéressent à ça, ça doit être super. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les tortures, quoi. Qu'est-ce qu'ils font les petits diables, là, sur chaque personne. Ok. À chaque chant, t'as un nouveau supplice. D'accord. Et ça enchaîne, quoi. C'est un bonheur. d'usine à supplice, quoi. Oh, c'est un bonheur. Aïe, aïe, aïe. Excellent, j'adore. Oui, J'adore tes passions. trop bizarre, la fille. Un petit peu, mais tu restes optimiste, donc Oui. c'est ça qui est cool. Enfin, tu as ton équilibre, hein, quoi, Bah, c'est finalement. ça. C'est cool. Dante. L'enfer, quoi. Inferno. Inferno, bien sûr. Inferno. Ça a été mis en musique aussi, non, hein? Bah, alors, faudrait que j'explore un peu plus parce que je crois que ça a eu une influence sur tout. Sur même comment on construit une histoire, le storytelling. Déjà, toute notre conception de ce qu'est l'enfer est très inspirée de ce qu'il a écrit. Je crois qu'il a vraiment eu une influence sur à peu près tout ce qu'on connaît aujourd'hui de culturel, quoi. Énorme. Œuvre majeure. Ouais, un classique. Est-ce que, par hasard, tu aurais un rêve de voyage? Ouais, Mhm. grave, vraiment, faut que je le fasse un jour dans ma vie. J'adore tout ce qui est carnaval. Ok. Surtout, vraiment carnaval folklorique, voilà. Donc, j'ai une note dans mon téléphone où j'ai répertorié quasi tous les carnavals d'Europe. Je sais pas si... Non, pas carnaval. Et il y en a un en particulier que je rêve de faire depuis toujours, c'est celui en Bulgarie avec ce qu'on appelle les koukéris. Donc c'est des bonhommes, des gens dans des costumes habillés en espèces de monstres poilus et qui dansent. Et ça fait vraiment des choses hyper visuelles, trop belles. Donc à chaque fois, c'est toujours un peu, on repousse les esprits, c'est toujours au moment du solstice, voilà. Il y en a un peu partout. Il y en a un en Espagne où ils s'habillent en ours, juste à côté d'ici. Il y en a dans le Pays Basque. Il y en a aussi dans le Tarn. Celui de Pau aussi, il y a un peu... Ouais, voilà. Il y a un peu le délire d'ours aussi, il me semble, non? C'est ça, hein? Peut-être bien, oui. Oui. Ouais. Et Et il y a le délire aussi des hommes habillés en femmes et des femmes habillées en hommes. Au carnaval biarnais. Et alors, je crois qu'il y a un jour où ils font les ours, les bêtes, et un autre jour où ils font le truc... c'est rigolo, ça, le truc switch. c'est trop Homme-femme. bien. Non, mais de toute façon, le carnaval, c'est trop bien, quoi. Ouais. Mais du coup, à chaque fois, malheureusement, ça tombe à une période de mon année où il faut que je travaille.
Et il y a du taf, donc je peux pas bouger comme je veux. Parce Donc chaque année... que solstice, en fait, c'est printemps, c'est ça, c'est Oui, juin. donc les gens se font tatouer Ah. à ce moment-là. Donc voilà, à chaque fois, je suis bloquée. Hmm. Mais donc un rêve, au moins celui en Bulgarie, qui vraiment me fait rêver, quoi. En plus, je suis déjà allée en Bulgarie et pas à ce moment-là. Quel malheur. Aïe. Mais T'as aimé y aller du coup? ah, c'était- T'as aimé le pays, ouais. ah ouais, moi j'adore l'Europe de l'Est. Hmm. Ça me plaît vachement. Il y a du relief. Personne n'y va en plus. On est Oui. bien tranquille. Mm. Je suis allée en Albanie aussi, c'était merveilleux. Et j'aimerais bien, j'adorerais aller en Grèce. Voilà. Mais grand voyage, voilà, moi j'aime bien rester pas trop loin. Il y a de quoi faire, ouais, Mm. déjà en Europe. Très bien. Mais je te souhaite d'aller là-bas. Ah bah merci. Je te souhaite de C'est te sur ma- costumer, de Ah ouais, je suis pas sûre que j'ai le vivre droit. la totale, ouais. Mais c'est sur ma bucket list là, Ah de ma ouais. vie, là, d'aller au moins voir ça une fois. Non mais ouais, c'est vrai que les carnavals, Mm. c'est une expérience, quoi. C'est Mais fou. oui. Alors j'adore aussi les feux de joie. Oui. Ben, la Saint-Jean et tout ça, là, ouais. Mm. Ouais, c'est des fêtes. Puis en plus de les voir un peu ailleurs, avec d'autres variations culturelles, Mais je ça trouve doit être que assez fou. moi, c'est ça qui m'anime le plus dans le fait de s'intéresser aux légendes, au folklore et tout, c'est que tu te rends compte que c'est des histoires universelles, quoi. Mm. Que les hommes sont fascinés par le feu, exactement tous de la même manière, par les mouvements du soleil, exactement tous pareil. Ils inventent partout dans le monde des fêtes pour éloigner les esprits, à chaque fois au même moment. C'est trop beau, quoi. Ouais, Il y a vraiment un truc où ça nous relie. c'est fascinant. Mm. Ouais. C'est des langages universels, des sonorités, des gammes, des trucs qui marchent partout. J'adore aussi. Est-ce que il y aurait un truc, ça fait suite un peu à ce qu'on vient de dire, mais quelque chose de l'ancien temps, alors ça peut être vraiment le siècle dernier, ou il y a fort fort longtemps, qui aurait disparu, que tu trouves cool, que t'aimerais avoir vécu? C'est trop bien comme question. C'est marrant. Ça déjoue un peu c'était mieux avant. On sait que c'était pas mieux avant. Oui, oui. Mais il y a des trucs marrants, chouettes. J'aurais pas pu le faire, mais ces derniers temps, j'étais vachement dans une humeur d'ermite. J'étais, tu vois, avec les lectures, j'avais très envie de repli sur moi et tout. Et pour rire, je disais que, en fait, ma vraie vie, c'est, ou peut-être que je l'ai vécu dans une vie antérieure, mon fantasme de vie, c'est moine copiste. Oh. Et du coup, ce métier-là, il n'existe plus. Et oui. Alors que, putain, mais quelle vie de rêve. De juste passer son temps à recopier des manuscrits. Dans une grosse robe en toile de jute, là, comme ça, bien au chaud. Je vois très bien. Et ce truc de vie d'ascèse à recopier des choses et peindre, mais quel bonheur. Dans une douce pénombre avec une bougie. L'odeur de l'encens. L'été arrive et puis il fait plus doux. Ouais. Frère Jean a préparé une bonne soupe avec les légumes du potager de l'abbaye. Frère Jean, qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Est-ce que tu as vu ce film d'animation qui est d'ailleurs sur les lettres et sur ce travail-là Bon, ça va être une information lapidaire parce que j'ai plus le titre. Plus le titre. Mais il y a vraiment un film d'animation qui parle de ça et d'une société où c'est un peu en difficulté de transmission, mais il y a des moines qui veulent continuer de le faire. Ah, mais c'est le secret de Nîmes. Oui, je crois que c'est ça. Ah oui, oui. Parce que vraiment, je crois qu'il y en a qu'un de film là-dessus. C'est un peu nordique, les dessins. Ouais, c'est ça. Voilà, et qui met beaucoup en avant. Oui. Tu vois, il y a un aspect graphique, Oui, les lettrines avec et tout ça. un gars qui écrit Un jeune. Oui, qui reprend les travaux d'un vieux qui écrit un livre. Brendan et le secret de Kells. Voilà, c'est ça exactement. Je crois que Secret de Nîmes, c'est encore autre chose. Ouais. C'est les souris, non Oui. Et les rats. Ça, j'ai bugué. Mais oui, du coup, je l'ai vu. Ouais. On va tirer une carte de tarot. Ah. Donc, je vais te laisser la choisir, tout J'ai simplement. peur. Oh my God. Donc, on a des attentes. Déjà, c'est ça. Tu aimerais l'ermite. Moi, je voudrais l'ermite. Et tu n'aimerais surtout pas La maison Dieu. Bon, ben, on prie, hein. Allez. L'amoureux. Oh! Mais je me suis mariée il y a 15 jours. Il y a 15 jours? Félicitations! Oh! Mais c'est parfait. J'aime bien cette carte. Ah bah tu m'étonnes. J'aime bien. C'est le choix. Comment on choisit avec qui on part. Waouh! Et donc ça annonce peut-être une période...
En tout cas, le fait qu'il faut être sûr de là où on va, quoi. Mais moi, je l'ai déjà, mon amoureux. Toi, c'est choisi. Ouais. La bague au doigt. Oh, slay. C'était trop bien, d'ailleurs. Bah, tu m'étonnes. Un petit mariage d'hiver, d'automne. Ouais. Bah, bravo. Merci. Donc, le tarot a validé, quoi. Ouais, bah le écoute, c'est super. tarot sait où tu en es. Mhm. Voilà. L'amoureux. Excellent. C'est bien de se marier encore à notre époque, c'est beau. Bah, plus ça va, plus je m'intéresse aux traditions et tout, et du coup, d'un coup, c'est tombé sous le sens. Ouais. Vous avez fait un joli petit rituel, la fête était bonne. Ouais, c'était trop bien. Hmm, Incroyable. trop cool. Mm. Est-ce que tu te sens en adéquation avec ton signe du zodiaque? Ah, non, mais oui. Ouais. Ah, moi, je suis 100% mon signe. Hmm, Sagittaire. hmm. Le meilleur signe. C'est bientôt ton anniv. C'est passé, c'était Passé mardi. déjà, c'était Mm. mardi. Ben, bon anniversaire, toi Ah tu ouais, fais merci. tout Ouais, c'est tout en même temps. fin d'année. Ouais, ouais, je suis 100% mon signe, moi. Ok, Je m'entends super bien avec les gens de mon signe. ok, Je trouve qu'on est les bestes. ok. Et j'ai vraiment l'ego du Sagittaire en Oui. plus. Assumé, sans détour. Bah, c'est des gens déjà qui s'intéressent aux sciences, avec le grand mot, au savoir. Hmm, Alors je pense que je corresponds à ça. Il y a un truc un peu artistique aussi. mhm, Il y a un truc un peu ambitieux. mhm. Et en même temps, il y a un ancrage terrestre. Alors je trouve que quand même, j'y suis, quoi. Yes. Mm. C'est un chasseur, hein. Enfin, il y a le côté chasseur quand même. Ouais. C'est beau comme image, le chasseur. Ça peut être un peu impressionnant. Mais c'est beau. ils écrasent un peu les autres parfois. Ouais, un peu héroïque, quoi. Mm. Ils disent que c'est les signes des leaders politiques et des gourous. Aïe. Donc faut doser. Ça va, tu trouves que tu doses? Tu es un Ah sagittaire bah, dosé? Je pense qu'il y a plein de moments dans ma vie où j'ai pas dosé. Hein. Non. L'essentiel, c'est d'en Avec, s'en rendre avec compte à un le temps, moment. on apprend à être un peu plus mesuré. Ouais. Bon, très bien. Mm. Sagittaire mesuré. Voilà. L'objectif de vie, très bien. Est-ce qu'il y a un nain de Blanche-Neige que tu préfères? Alors je déteste Blanche-Neige. Tu vraiment. détestes Blanche-Neige, tout simplement. Bah écoute, on passe à la question suivante alors. Il n'y a pas de souci. Et c'est la dernière question d'ailleurs. Oh, Oh. déjà. Oui, sniff. Je vais te demander de souhaiter quelque chose. Alors ça peut être pour toi, ça peut être pour nous, ça peut être pour cette journée ou pour dans 10 ans, ce que tu veux, mais voilà, est-ce que tu as un souhait à nous partager? Bah, je nous souhaite, collectivement, même les gens qui écoutent le podcast, Mhm. je nous souhaite, je vais revenir à ce que je disais au début, de nous contenter de ce qu'on nous offre dans la vie et d'y trouver assez de joie pour être content. Voilà. Et je souhaite à tout le monde d'être aussi malheureux que moi, parce que vraiment, je suis pas très malheureux. Mhm. Et voilà, juste ces petits trucs de la vie, là, cool, là, il faut arriver à les voir. Hmm. Et ça, je le souhaite vraiment à everybody. Everybody. Mais très bien, Voilà. merci. Je prends le souhait. L'optimisme du Sagittaire. Très bien. La lumière jaune se répand à travers la caméra. Mais merci beaucoup, Bah, Mélissa. merci beaucoup de m'avoir invitée. Mais écoute, C'était trop merci bien. pour tes réponses, c'était passionnant. Et vive le Sud-Ouest. Vive le Et la Ligo. Sud, vive le jaune, vive le Oui. rouge, vive l'Occitanie. Merci d'avoir écouté jusque-là. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Vibratio Occitanos. Ciao, Ciao, ciao. à bientôt. Il temps de libération, tout canon, il temps de libération, tout canon, l'ocean. Il temps de libération, tout canon, il temps de libération, tout canon.